Moi, j'ai quand même la vision de 9 mois, j'arrête de vivre, quoi. Pendant 9 mois, en fait, il se passe plus rien dans ma vie, quoi. Je peux plus aller dans des bars, je peux plus aller voir mes potes, je peux plus bosser, je peux plus rien faire, en fait. Donc, je dois boire des thés. Ah, ça m'emmerde profondément. Parce qu'en fait, moi, j'ai une vie quand même à 100 à l'heure. J'ai eu 3 bars, je rachète des laveries, j'achète un bateau, enfin, et je me dis, mais comment je vais faire? Je peux pas m'arrêter comme ça. Je peux pas tout d'un coup être douce. Oh. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daronne, le podcast où chaque mardi à partir de 6h du matin, je donne la parole à une mère pour lui faire causer de son expérience de la maternité sous tous les angles. Je suis Fabrice Florent, je produis des super podcasts d'interviews et de discussions. En tout cas, moi, je les trouve super. Et je crée des contenus. Je fais parler des pères de paternité, des mères de maternité, des gens de leur rapport au succès. Je prends des mecs entre quatre yeux pour leur parler de masculinité. Je fais causer des gens de leur rapport à l'argent et de plein d'autres thèmes que je vous invite à découvrir en allant sur mon site fabflorent.com. fabflorent.com. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez aller écouter la bande-annonce du podcast pour en découvrir plus sur mon travail et mes autres podcasts. Si vous aimez mon travail, vous pouvez m'offrir un cadeau en échange en me soutenant financièrement et ainsi me donner un peu plus de sérénité en vous abonnant par exemple à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent sonnant et trébuchant. Allez dans les notes du podcast ou en allant sur fabflorent.com, fabflorent.com, donc vous y trouverez toutes les infos. Enfin, si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre application de podcast préférée et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Alors Discord, c'est un petit logiciel génial que je vous invite à découvrir, qu'il faut installer sur votre téléphone ou votre ordi. Vous pouvez également me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. De toute façon, tu connais. Hein. Ouais, t'as l'habitude. Je connais un peu ton... Parce que Sarah, t'es déjà passé. Ta petite thérapie. Dans l'histoire d'argent. T'es déjà passé dans l'histoire d'argent. Bienvenue. Merci. Dans l'histoire de Daronne. Tu m'as dit, dis donc Fab, j'aimerais bien parler du sujet. Ouais. J'ai fait, bah écoute Sarah, tu viens quand tu veux. Et je suis là, dans ton canapé. Bienvenue. Sarah, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quelques mots, quelques phrases, ta situation pour synthétiser, et puis après on va rentrer dans le vif du sujet. Ma situation. Tu veux faire un enfant? Je voudrais faire un enfant, ouais. J'ai 38 ans et je pense qu'il faut le dire, j'aime les femmes depuis que je suis toute petite. Voilà. Je pense qu'il faut le dire. Je pense que c'est important, c'est une donnée. Alors oui, c'est une donnée. Pour qu'on mène bien l'interview. Et du coup, oui, c'est quelque chose en tout cas qui me tient à cœur depuis quelques années maintenant. D'aimer les femmes ou d'aimer les femmes, non. Je pense que mon premier émoi, je l'ai eu quand j'avais 5 ans. Okay. C'était ma maîtresse et je voulais l'épouser. J'ai jamais réussi. J'aimerais peut-être la revoir maintenant. Ce serait une vieille dame. Bon. Moi, je juge pas, hein, tu sais, sur les écarts d'âge et tout, je suis là. Non, c'est vrai, pas de jugement. Oui. Peut-être il faudrait que j'aille la revoir d'ailleurs. Mais non, le désir d'enfant, en tout cas, il est né effectivement il y a quelques années maintenant. En fait, je pense que ça... Et je pense assez bien remettre le truc puisque c'était au moment du mariage pour tous. Ok. Voilà. 2018. Ouais, à peu près. 2019. Ou peut-être un peu avant. Attends, n'importe quoi parce que Macron a été élu en 2017, donc c'était forcément avant, c'était 2014-2015. Ouais, c'était en fait il y a longtemps, il y a peut-être une petite dizaine d'années. Ok. En fait, j'ai du mal à chaque fois à remettre dans le temps les choses. 2014, je crois, 2014-2015. Ouais. Quel bordel. Ouais. Parlons-en. Ouais, parlons-en. Pour la communauté homosexuelle. Je suis pas une grande manifestante. En tout cas, je descends rarement, pas forcément facilement dans la rue. Mais là, j'y suis allée. Ouais. Avouons que Hollande, que j'aime beaucoup par ailleurs par certains aspects, a fait preuve d'un certain manque de courage politique. Clairement.
pour laisser la manif pour tous autant s'exprimer, c'était vraiment... Ouais. Alors que bon... Et pour passer la PMA, puisqu'elle ne l'a pas fait finalement. Donc on a dû attendre Macron pour ça. Alors que c'était un de ses projets. En plus, il avait même parlé de GPA, non, si je me trompe Et il pas. avait parlé de GPA, ouais. Il avait parlé des deux et les deux ne sont pas vraiment passés. Mais c'était un temps où la gauche avait le Sénat, l'Assemblée nationale et environ tous les pleins pouvoirs. Mais bon, effectivement, il fallait avoir un peu des balls pour ça. C'est ça, exactement. Et du coup... C'est à ce moment-là que se cristallise chez toi? Ouais, en tout cas, c'est à ce moment-là que je conscientise réellement que, du coup, on va pouvoir se marier potentiellement. Donc, on va pouvoir effectivement faire une famille. Et donc, en fait, ça s'ouvre. Alors qu'avant, ça, moi, je me suis dit, je vais vivre dans un milieu fermé. Et je vais y vivre toute ma vie. Et donc, je vais me cacher à vie et je vais... alors, me cacher, non, pas vraiment, parce que je sais que le temps avancera et que les mentalités évolueront, etc. Mais je vais vivre quand même de façon... pas comme tout le monde, quoi. Ouais. Donc, et puis, au moment au moment du mariage pour tous, je me dis, on va pouvoir vivre comme n'importe qui, comme papa, maman, comme mon papa, ma maman, comme les gens que je croise dans la rue, quoi. Je voudrais en profiter pour faire une petite pub pour un épisode d'Histoire de Daron avec Adrien et Fabien, si je me trompe pas, je me souviens plus, j'ai leur prénom de tête, mais qui eux ont fait une GPA et racontaient que le mariage pour tous leur avait plutôt, en tout cas tout l'aspect manif pour tous et tout, leur avait plutôt donné un sentiment d'urgence de en fait là il y a une fenêtre qui s'est ouverte, mais vu le bordel que c'est et vu la résistance qu'il y a, si ça tombe dans 2 ans il y a plus, quoi. Et donc il s'était dit mais c'est maintenant, il faut y aller, quoi. Donc tu vois, c'est un tout autre sentiment, hein, mais c'est ouf, hein. Ouais, mais comme quoi on l'a pas tous vécu de la même manière, d'ailleurs, entre guillemets, nous homosexuels. Ça a été particulier ce moment, parce que je sais que même moi, en fait, je me suis posé la question, je me suis dit, mais en fait, du coup, on devient tout le monde. Alors du coup, mais on est quoi, on est qui? Parce qu'en fait, à la base, on est des gens d'un milieu quand même un peu underground. C'est notre histoire homosexuelle qui vient quand même aussi, qui prend racine à San Francisco, qui prend racine dans beaucoup d'endroits. Il y a un aspect communautaire très fort. Absolument, ouais. Et en fait, et là tu te dis, donc va falloir vivre avec tous les autres, mais c'est bien, mais en fait en même temps c'est pas bien, parce ça va nous enlever des choses. Et du coup, mais alors comment on fait? Parce que et c'est pas si simple en vrai. Bien sûr. Parce que tu te construis sur une communauté effectivement qui est assez fermée à la base, et je le reconnais. Et tout d'un coup, il faut s'ouvrir. Et tout d'un coup, tu normalises l'homosexualité en fait. Et tu normalises le fait que c'est possible, maman, papa. Et donc en fait moi je sais que je l'ai vécu de façon assez particulière, parce que en fait ça remonte aussi à des discussions que j'avais eues avec mon père, où mon père m'avait dit, mais en fait je respecte absolument évidemment ton attirance sexuelle, etc. Et enfin voilà, on en parle, et effectivement il l'avait complètement accepté et complètement. Mais quand venait le sujet des enfants, il me disait, ouais, mais en fait, naturellement, vous êtes condamnés. Wow. Et là, tu dis, oui, papa, c'est vrai. Mais en même temps, c'est un rêve. Et donc, je fais quoi? Et en même temps, c'est pas vrai. On en parlait un peu hors micro, mais de tout temps, il y a eu des couples homosexuels qui se sont débrouillés pour avoir des enfants de plein de manières, etc. Des enfants parfois, même entre couples homosexuels, hommes, femmes, bref, quoi. Ouais, sauf que c'était tellement dans le secret tout le temps que... Ça, c'est sûr. Que voilà. Et là, tout d'un coup, effectivement, ce truc de mariage pour tous ouvre les portes à tout, quoi. Ouvre les portes à la liberté, en fait, quelque part. Mais la liberté, quand elle est énorme comme ça, d'un coup, qu'est-ce que t'en fais? Il faut savoir la gérer. Exactement. Okay. Et donc, comment 2 mamans peuvent élever un enfant, comment 2 papas peuvent élever sans une figure paternelle ou maternelle, etc., etc. Et c'est des vraies questions. Et c'est des questions, en fait, qui sont longues. En vrai, c'est des questions que tu te poses, et
tu ne peux pas y répondre immédiatement. Moi, je sais, par exemple, personnellement, que la figure de mon père a été extrêmement importante dans ma construction de vie. Et je me suis souvent posé la question de savoir si ça avait été une deuxième maman, qu'est-ce que ça aurait été ? Qu'est-ce que t'aurais été, en fait, à la fin ? Je t'invite à écouter un autre épisode d'Histoire de Daron, d'un mec qui s'appelle Jean-Philippe, qui faut remonter un peu dans le flux, hein, c'est pas tout de suite, qui lui-même a été élevé par 2 mères lesbiennes, et qui raconte que une fois que le moment est venu de lui-même se transformer en père, il s'est dit, mais je n'ai pas eu de figure paternelle, c'est un peu le bordel, ma vie. Et ça a été assez compliqué pour lui. Bah ouais, c'est parce que tu peux pas non plus déconstruire. Tu peux déconstruire un peu, je pense, mais tu peux pas déconstruire complètement. On peut déconstruire une fois 1000 personnes. Pardon. Merci Fab. Toujours le petit mot pour faire rire. Non, mais je comprends en plus ce que tu dis. La question que je me posais, c'est est-ce que avant le mariage pour tous et l'émergence de ce désir de maternité chez toi et tout, c'était quelque chose que tu ressentais en toi déjà, mais que tu mettais de côté en disant en fait non, ça va pas être pour moi parce que moi j'aime les filles. Enfin, tu vois, est-ce qu'il s'est manifesté auparavant, quoi, tu vois, parce que dans plein d'épisodes d'Histoire de Daron, il y a des meufs qui disent moi depuis toute petite, moi j'ai envie de. Ouais, alors je vais te dire un truc qui va peut-être te choquer, qui va choquer peut-être les gens. Personne ne pourra me choquer plus. Non. Ne me jugez pas en tout cas. Je voulais être papa. Ok. Voilà. Donc quand j'étais petite. Tellement choquée. Non, c'est faux. Quand j'étais petite, en fait, j'étais folle enfin, je tombais amoureuse de femmes, de grandes actrices, Sharon Stone, oui. Ma maîtresse, ma meilleure amie, à qui je n'ai jamais dit que j'étais folle amoureuse d'elle. Si elle m'écoute, voilà, je te le dis. Quoi ? Ouais, ma meilleure amie du collège, ouais, qui s'appelait Audrey Chassin. Voilà, Audrey Chassin, si tu m'entends. T'es vraiment en train de donner son nom. Bah ouais, pourquoi okay, pas. Pourquoi pas. Et donc, et du coup, et du coup, en fait, je m'imaginais beaucoup avec ces femmes, mais à la place du père, quoi. Et je me voyais comme papa, voilà. Et donc comme le papa qui allait faire du foot avec les gosses, qui, je sais pas, le papa idéal, quoi. En fait, c'est comme ça que je me voyais. Okay. Réellement, à cette place, en tout cas. Non, mais je comprends en plus. Voilà. Et puis, donc, ça a été pendant toute mon adolescence. Et peut-être un peu plus loin, d'ailleurs. Et puis, à un moment, j'ai évolué. Je me suis dit, ah oui, mais tu as en fait le corps d'une femme. Alors, comment tu fais, du coup, maintenant ? Et là, c'est posé la question. Et là, j'ai commencé à me dire, ça va être compliqué parce qu'en fait, t'es une femme. Donc, comment tu fais ? Parce que tu peux pas être un homme, tu peux pas être un père. Donc, tu seras forcément une mère, une maman, voilà. Et là, se sont posées les vraies questions. De quelles questions tu parles ? Eh ben, est-ce que je veux porter un enfant ? Est-ce que j'ai vraiment envie de ça ? Est-ce que je veux pas plutôt trouver une femme qui va porter cet enfant ? Et du coup, je serais plutôt confort dans mon rôle que je m'étais fixé depuis le départ de, entre guillemets, père. Mais en fait, mère... voilà, ça a été très très confus pendant longtemps. Au départ de ma lesbiennitude, on va dire ça comme ça. Donc quand j'ai vraiment commencé à être lesbienne, etc., j'avais 21 ans. Donc c'était assez tard. J'ai rencontré des filles, voilà, j'ai commencé à sortir avec elles, à avoir des histoires d'amour, etc. Et à chaque fois, je me projetais dans ce truc de ok. Quelque part, ce sera elle qui fera l'enfant et moi Tu seras le coparent. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Mais au-delà du coparent, je serais vraiment le père, quoi. J'aurais le rôle du mec, quoi. Ok. Et puis, bon, j'ai eu évidemment beaucoup de relations. Et avec le temps, j'ai commencé à changer légèrement de regard. Mais ça a pris beaucoup de temps. Beaucoup de discussions aussi. Que j'ai eu avec des amis, avec
Voilà, et ce moment aussi, enfin, qui a été un des moments dont je te parlais, effectivement, du mariage pour tous, qui retournait un peu le truc, quoi. Tout d'un coup, il y avait plus le truc papa-maman, il y avait potentiellement maman-maman. Et donc, les choses s'ouvraient pour moi. Et je me disais, ok, du coup, bon bah, ok, très bien, ça, comme tu es une femme, tu as des seins, là. Et je n'acceptais pas du tout ma féminité par ailleurs. Ça fait partie du truc. Ouais, mais t'acceptais ton genre ? Pardon, peut-être que je t'envoie un énorme pavé. Un gros pavé là. Dans ta marque sans m'en rendre vraiment compte. Ouais. Non, je pense que je l'acceptais pas, mon genre. Je l'ai pas accepté pendant longtemps. Mais j'en ai jamais parlé. J'aurais vraiment voulu être un mec, je crois. Pendant de longues années. Et je me suis rendu compte à un moment de ma vie que c'était pas possible. Et il a fallu que je fasse un deuil de ça. Et donc, pardon, mais c'est, ouais, tu m'as envoyé un gros truc. Non, tout va bien, t'inquiète. Et en fait, mais tu m'as envoyé un énorme truc que j'avais jamais avoué en fait à personne. Voilà. Vraiment ? Ouais, non, j'en ai jamais vraiment parlé. Ouais. Ah bah merci de. Ok, on pourra couper ça si tu veux. On verra. Ok. Ouais. Et à force de réflexion et de discussion et d'échanges et de beaucoup de choses, même avec ma famille, avec mon père, avec ma mère, avec des amis, et puis avec cette histoire de mariage pour tout ce qui passe, etc., je me dis, ok, en fait, du coup, deux femmes ensemble, c'est possible. Bon, d'accord, ok. Est-ce que ça change pour autant, pour toi, ce désir d'enfant ? La réponse est non. Parce que j'ai vraiment un désir d'enfant, mais qui n'est pas le désir d'enfant de grossesse, qui est je voudrais avoir un enfant pour lui montrer toute la vie, quoi. Il faudrait transmettre. Je veux transmettre, exactement. Comme mon père m'a transmis, comme ma mère m'a transmis, comme voilà. J'aimerais lui montrer tout ce que le monde a de beau, quoi, à montrer. Et en fait, la possibilité, cette ouverture du mariage pour tous, là, ça te fait dire, ok, donc c'est potentiellement un truc possible aujourd'hui. C'est ça. Et t'es pas obligé de porter cet enfant. Exactement. Et ça t'ouvre cette porte-là. Ouais. Et du coup, je me dis, ok, donc maintenant, un peu de façon assez mathématique, parce que j'adore les maths par ailleurs, je me dis, ok, donc maintenant, il faut que tu trouves une fille avec qui tu vas te marier, qui va faire un enfant, du coup, à l'étranger, parce qu'en France, la PMA n'est pas passée, évidemment, à ce moment-là. Donc, qui va aller en Espagne, en Belgique, peu importe. Qui va faire cet enfant, tu vas te marier avec elle et adopter son enfant. Ok, super, le plan est bon, cool, super. Allez, je me mets en quête. Bon, évidemment, ça ne marche pas comme ça, les choses dans la vie. Donc, je me mets en quête, mais ça ne marche pas. Sur quoi tu butes ? Je bute sur rien, en fait. C'est juste que la vie ne m'a pas donné ça pour l'instant. Enfin, je n'ai pas laissé à la vie l'opportunité de me laisser ça à moi pour ce moment-là. J'aime tellement. Est-ce que vous avez entendu, chères auditrices et chers auditeurs, à quel point, en une demi-seconde, Sarah s'est reprise et s'est remis au centre de sa vie, plutôt que de dire « la vie ne m'a pas... » Non, je ne me suis pas laissé. Exactement. Ouais. Merci d'avoir fait ça. Je ça. ne me suis pas laissé le truc parce que j'avais d'autres choses à faire avant, je crois. Et d'autres choses qui touchent... le professionnel, par exemple. Voilà, au travail, qui touchent à la réussite, entre guillemets, évidemment. Je vous renvoie à l'épisode d'Histoire d'argent de Sarah, qui est multi-chef d'entreprise. Hein, voilà. Voilà, j'avais besoin de parcourir beaucoup de choses de la vie, de me prouver beaucoup de choses, de prouver beaucoup de choses aussi à mon entourage, évidemment. Chose que j'ai prouvée, je crois. Je me suis rendu compte récemment qu'en fait... c'est pas à eux que j'avais approuvé, c'était à moi. Oui, j'allais dire, c'est plutôt à toi-même que tu faisais prouver. Ouais. Okay. Et ça a pris beaucoup de temps. J'ai fait beaucoup de choses et j'ai gravi beaucoup de montagnes et je me suis beaucoup cassé la gueule aussi. Et voilà, et puis j'en arrive là, voilà, à me dire, ok, le constat c'est, ok, bah, c'est réussi. Voilà. Mais ton projet, tu l'as mis entre parenthèses, ça.
Donc, il faut le reprendre. Et tu t'y es remis quand, entre guillemets, dans ce projet? Et il y a combien de temps? Et je m'y étais remise il y a 2 ans et demi. Précisons que tu as 38 ans. J'ai 38 ans, ouais. Et qu'on va en discuter plus tard, mais sans doute cette information a de l'importance dans ton équation. Ouais. J'ai 38 ans et donc je m'y étais remise il y a à peu près 2 ans et demi, 3 ans. Après pas mal d'échecs amoureux avec des femmes mariées. Voilà. Je veux donc dire des femmes inaccessibles. Exactement. Indisponibles. Ouais. Beaucoup de femmes indisponibles. En fait, c'était moi qui n'étais pas disponible, bien sûr, dans ma vie, et je voulais pas laisser de place. Et donc, évidemment, j'allais vers des femmes mariées. Je savais que c'était des relations c'est ça, comme qui si marchaient c'est pas. Simple, tu sais. Bah, en fait, je l'ai beaucoup analysé, donc Ouais. oui, j'ai compris à la fin que, en fait, ce que j'avais fait, c'était pas, voilà. Enfin, pour autant, je les ai aimés, hein, c'est pas la question, oui. mais en fait, j'allais que vers des relations qui marcheraient pas, Qui quoi. était voué à l'échec. Voilà, jusqu'au moment où vraiment je me dis ok, en fait il faut arrêter ça. Voilà, t'as des business qui marchent, t'as tout ce qu'il faut autour de toi, t'as une famille qui t'encourage, qui est là, des amis qui sont solides, que tu as depuis longtemps maintenant. Donc à un moment il faut y aller, quoi. Reprends ce projet parce qu'il te tient à cœur, parce que j'en parlais quand même à des moments comme ça, fugacement, un peu ouais, mais moi j'ai envie, machin, à pas mal d'amis, et donc c'était quand même là tous les jours au quotidien dans ma tête, et je me dis bon, reprends le projet, mais reprends-le comme un vrai projet de travail, quoi. Tu le fais comme ça. Et donc, je contacte une clinique en Espagne qui s'appelle la clinique Jean. Ma meilleure amie me donne les coordonnées d'une gynécologue à Paris, qui peut me suivre à Paris, parce qu'il faut être suivi à Paris en même temps. Et je commence mes démarches. Alors, pour faire un bébé toute seule? Pour faire un bébé seul, ouais. Ok. Ouais. Seule, et en même temps, je me dis, c'est maintenant. Et peut-être qu'il y aura quelqu'un qui arrivera en cours, et puis on avisera à ce moment-là, et puis si ça se passe bien, ça sera la deuxième maman, et puis on se mariera, et puis voilà, et puis on fera une famille, et puis après elle, si elle veut avoir des enfants, enfin de son côté, enfin avec moi, enfin voilà, on peut inventer, on crée une famille, quoi. Voilà. Alors, je vais me sentir obligé de te poser la question, mais comment ça t'est passé de te dire ok, en fait je ne veux pas porter d'enfant, à let's go, j'appelle une clinique en Espagne pour me faire inséminer, et donc porter cet enfant? Ouais, t'as raison. En fait, à un moment, je fais le constat quand même que je ne rencontre pas cette femme qui potentiellement pourrait porter, etc. Et en fait, je me dis, attends, Sarah, en vrai, il faudrait tomber sur la bonne, avec qui tu t'entends de ouf, génial, avec qui c'est top, avec qui machin. Il faut au moins 1 an de relation pour savoir que c'est installer cette relation, etc. Tu rencontres aujourd'hui des femmes qui ont plus de 40, 45 ans, qui sont mariées. Enfin, en fait, à un moment, j'abandonne l'amour, quoi. Je me dis, c'est pas fait pour toi, tant pis, c'est pas grave, accepte. Ah bah ouais, mais en fait, à un moment, je me dis ça, quoi. Je me dis, ok, stop. En fait, c'est pas fait pour toi. Tu vas continuer ta route seule. Mais en fait, t'es pas vraiment seule, il y a d'autres gens à côté, etc. Et j'ai quand même beaucoup de discussions, effectivement, par ailleurs, avec ma belle-sœur, par exemple, ma mère, d'autres femmes, ma meilleure amie, qui ont eu des enfants, qui ont porté, et qui me rassurent, et qui m'en parlent, et qui me disent, mais Sarah, c'est pas ce que tu penses, c'est pas aussi terrible. Non, parce qu'en fait, moi, j'ai quand même la vision de 9 mois, j'arrête de vivre, quoi. Pendant 9 mois, en fait, il se passe plus rien dans ma vie, quoi. Je peux plus aller dans des bars, je peux plus aller voir mes potes, je peux plus bosser, je peux plus rien faire, en fait. Donc je dois boire des thés. Enfin, ça m'emmerde profondément. Ce qui est malgré tout une vérité, hein. On ne conseille pas aux femmes enceintes de boire de l'alcool. Non, on est évidemment d'accord, mais tu vois, je dois m'arrêter de vivre, quoi. Ouais.
Et ce truc-là, en fait, me fait peur, quoi. Parce qu'en fait, moi, j'ai une vie quand même à 100 à l'heure. J'ai eu 3 bars, je sors de 3 bars, je rachète des laveries, j'achète un bateau. Enfin, j'ai une vie à 400 à l'heure, quoi. Et je me dis, mais comment je vais faire? Ça, je peux pas m'arrêter comme ça. Je peux pas tout d'un coup être douce. Tu vois, en fait, il y a ce truc, quoi. Il y a ce truc je suis quand même vachement dans un masculin exacerbé. On connaît, toi et moi, la notion masculin-féminin. Oui, alors pour l'expliquer aux gens, mais faut le faire un petit coup. Mais en gros, c'est pas. Je sais qu'il y a plein de gens qui vont dire non, mais ça va, c'est essentialiste ce truc, etc. Mais on est tous plus ou moins traversés par des énergies différentes, et en fait, on a tendance à caricaturer ça en disant c'est du masculin et c'est du féminin. Effectivement, la douceur est plutôt côté féminine. Ouais, c'est ça. Là où l'action est plutôt côté masculine. Voilà, donc je suis vachement quand même patronne, machin, on y va, l'action, tout le temps, on va à la banque, machin, on tire de l'argent. Bon. L'argent, c'est masculin. Ouais, voilà. C'est sympa 5 minutes, mais à un moment, c'est vrai que t'as envie de te reposer dans la vie quand même. Et à un moment, quand même, t'as envie de revenir à quelque chose de plus doux. Et c'est quand même ce qui me frappe dans ma vie, c'est ça. C'est que je suis beaucoup trop dans un truc quelque part de violence, quoi. Tu vois, de violence de réussir, de violence contre moi-même, de violence tu vois, d'absolument dire aux gens, mais j'ai réussi en fait, mais regardez, quoi. Tu vois, ce truc-là. Et écoutez son épisode d'Histoire d'argent, c'est facile. Qu'aujourd'hui, du coup, je décide d'abandonner quand même, clairement. Et donc voilà. Parce que t'as coché des cases aussi. Parce que j'ai coché les cases, ouais. Parce que ça y est, les cases sont cochées, que bon. Mais c'est dur, et je le dis d'autant plus que je me sens moi-même concerné pour aller de cette ultra-performance qu'on définira avec plein de guillemets comme masculine, pour aller vers une douceur qui est dans une énergie un peu plus, encore une fois, plein de guillemets féminine. C'est très dur de passer de cette ultra-performance-là à de la douceur. Ouais. Comment tu fais ? Eh ben, ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. Je m'intéresse beaucoup à beaucoup de choses, notamment tout ce qui est exercice de retour sur soi, qu'on connaît tous les deux. Je travaille beaucoup sur moi, beaucoup. Parce que je sens qu'en fait, il y a un truc à chercher, il y a un truc à changer, quoi. Je me dis, tu n'es pas aligné là, c'est ça? Ouais, je me dis, tu peux pas continuer comme ça, en fait, ça, c'est pas possible. Tu peux pas être énervé contre la vie en permanence, énervé contre les autres. En fait, il y a un moment, il faut aussi pose-toi, regarde-toi et enfin, en fait, oui, aligne-toi, en fait. Tu m'as pas parlé de colère jusque-là. Non, mais par contre, j'ai été très très en colère, ouais, contre beaucoup de choses de la vie, ouais. Parce que par ailleurs, j'ai une histoire personnelle qui est difficile à beaucoup de points de vue. Donc j'ai été très très en colère, ouais, contre des gens, la vie, l'injustice. Ok. Et je me dis, il faut que tu te sauves, quoi. Il faut que tu te sauves la vie, en fait. Il faut que tu te tendes la main à toi-même, en fait. Et donc, tout ce travail sur soi, en fait, voilà, qui me permet de retrouver, enfin, de découvrir chez moi une certaine douceur cachée. Un truc sain, simple, et en même temps une force tranquille, quoi, un truc très très doux. Je sais qu'il y a des darons qui nous écoutent. Je voudrais juste te dire, je vous invite tous à aller chercher cette douceur là en vous, parce que c'est, comme tu dis, ça fait du bien. Bah ouais, en fait. Et c'est sain. Ouais, c'est ça, en fait. Et ça fait des câlins, et c'est cool. Ouais. Voilà, quoi. Et c'est pas fastoche, je dis pas que c'est facile. Non, c'est pas facile, ouais. Quand on est un gars, ou quand on s'est construit en tout cas une image autour de la masculinité, l'énergie masculine, etc. Et... Ouais. Ouais. Du coup, ça prend quand même quelques années, hein, avant de me dire, ok, souffle, fais tes trucs, je pars beaucoup, je vais
quatre coins des endroits du monde. J'ai l'impression, en fait, ma vie devient un espèce de truc pas très clair où je suis à Paris, mais je suis pas vraiment à Paris. Et puis je repars, et puis je reviens, et puis je vais dans le désert, et puis je reviens, et puis en fait, bon, je me dis, vas-y, continue. En même temps, je m'en veux de faire ça parce que je me dis, tu perds du temps. En même temps, je me dis, non, mais t'en gagnes. Enfin, en fait, bon, c'est un espèce de brouillard à un moment. Je me dis, mais qu'est-ce que tu fous, quoi. Bon. Et puis arrive un moment où je me pose, quoi. Et je me dis, mais fais-le, cet enfant. Après tout, t'as tout pour le faire. Tout le monde te dit que ça ira. Et au pire, je veux dire, t'as assez de courage pour gérer ça. T'en as géré beaucoup des trucs, ça. Vas-y, quoi. Enfin, qu'est-ce que t'as à perdre, au final? Pas grand-chose. Et donc, Tu contactes cette fameuse... Voilà, je contacte la clinique, etc. Je vais là-bas, on se rencontre. Ils me donnent la marche à suivre. On va faire une PMA. Vous avez l'âge, ok, pas de problème. Vous faites tous ces examens, on vérifie tout, machin. Et vous faites les examens en France, vous nous les envoyez. Et puis on avise de comment on fait, mais ça peut aller assez vite. Bon, donc je fais mes examens de façon très mathématique. Donc j'y vais. Des examens qui sont pas très agréables d'ailleurs pour certains, bon, mais je continue, voilà. Et au moment où je suis dans ma tête en tout cas, dans ma tête et dans un autre truc qui touche à l'âme, je pense, à ce moment où je me sens prête, je rencontre quelqu'un et je rencontre une jeune femme, voilà. Et c'est pas prévu, on est en plein Covid, et Est-ce qu'on peut préciser que c'est le moment où ça devient un peu dur pour toi? Ouais. Et je tombe très amoureuse d'elle, très 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 amoureuse. Et cette femme n'est de base pas lesbienne, voilà. Elle découvre cette sexualité lesbienne avec moi. Et ça chamboule complètement sa vie d'un coup. C'est marrant parce que j'en parlais avec une amie il y a 2 jours et elle me dit, en fait, moi ça m'est arrivé, tu te rends pas compte, ça, le déséquilibre que ça provoque, en fait. C'est un changement total, en fait. De tout, en fait. Paradigme, j'imagine. Ouais, c'est la matrice, en fait, quoi. c'est la pilule rouge. Tu te rends pas compte, pendant 35 ans, tu vis un truc, tu t'étais persuadé de ça, et d'un coup, tu tombes sur quelqu'un et tout s'écroule, quoi. Tout. Mais tout, quoi. Enfin, tout ce que t'avais envisagé, tes rêves de princesse, de prince, de machin. Enfin, il y a tout qui, d'un coup, s'écroule, quoi. Et c'est chaud. C'est un spectre, la sexualité. Ouais. T'es pas non plus à l'abri de tomber sur un gars, un jour? Non, c'est vrai. Bon. Je sais pas. Mais... Oui. Pas sûr, quand même. Mais bon. Pourquoi pas? Moi, je me dis toujours que je suis pas à l'abri de tomber sur un gars, quoi, tu vois. Ouais, non, c'est vrai. Je me dis, en fait, c'est à partir du moment où tu as compris que, en fait, tu finis par tomber amoureux des humains qu'il y a derrière. Je suis d'accord. T'es pas à l'abri de rien, quoi. Non, c'est vrai. Bon, voilà. Bon, après, j'aime tellement les femmes, quand même. Oui, c'est vrai. Moi aussi, à titre personnel, j'aime tellement les femmes que je me dis, ça ne peut pas arriver, mais sait-on jamais. Non, mais tout ça pour dire que je comprends bien que ça soit un vrai... Donc, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet pour elle, évidemment. Et quand même, je suis quand même vraiment très, très attachée, très amoureuse et tout. Et je me dis, Sarah, en fait, t'as 2 solutions là. Soit tu lâches. Mais tu lâches tout de suite et voilà. Tu la lâches. En fait. Tu arrêtes, en fait, parce que ça va être très compliqué, ça va être trop compliqué pour elle, pour toi, voilà, ça va trop perturber, voilà. Alors que t'étais dans ton chemin Alors que j'étais dans mon chemin de PMA. Ouais.
soit tu donnes une chance et t'y vas et t'essayes. Bon, évidemment, j'ai dit allez, on y va. Parce que l'amour. Parce que l'amour. Bah ouais, parce que l'amour et que j'étais vraiment, vraiment, vraiment amoureuse, quoi. Et cette fois-ci, dans cette relation, je me dis écoute, sois à l'écoute, ne prends pas de décision hâtive, ne sois pas dur comme t'as pu l'être dans tes autres relations. Voilà, accueille plus, essaye en tout cas. Sois douce. Ouais. Et laisse du temps, parce qu'en fait ça prend du temps, et que ça c'est un truc que j'ai appris, que j'ai appris et que j'avais pas avant dans mes autres relations. Je laissais pas de temps en fait. Je disais ok, elle est terminée, merci. Ou alors on me disait, on m'a quitté parfois. Terminé, c'est gentil, mais voilà. Et là en fait je me dis ok, faut du temps quoi, tu vois. Et donc je mets ce projet de PMA entre parenthèses. Et je lui dis, je fais le choix de notre couple pour l'instant. Donc je mets mon projet, ce projet que j'avais quand tu m'as rencontré et que tu sais, je le mets entre parenthèses pour nous. Et je t'en voudrais jamais, et je lui en ai jamais voulu. C'était vraiment ma décision. C'était la décision à toi. Ouais. Oui. Sarah prend ses responsabilités au cas où vous ne l'auriez pas capté. Voilà. Donc je prends mes responsabilités réellement. Ouais. Et puis bon, la relation est pas facile pour plein de raisons. Et ça dure quand même 2 ans et demi de cette relation qui se termine. Et dans laquelle effectivement il y a eu évidemment la question des bébés, du bébé, de qui fait, de comment, de pourquoi. Et en fait ces discussions elles donnent quoi au sein de votre couple? Ces discussions elles sont violentes, je trouve, pour moi mais pour elle aussi je pense réellement, parce qu'à un moment j'ai débloqué moi dans ma tête la possibilité de porter cet enfant, et que du moment où je l'ai débloqué dans ma tête avant de la connaître, c'est très difficile pour moi de refermer cette porte, et que elle s'était évidemment toujours imaginé portant 1, 2 ou 3 enfants de façon tout à fait légitime et normale en fait, à son âge. Et qu'en fait, la question est qui porte, comment, pourquoi, quand. Parce qu'il y a une notion de temps. Moi, j'ai 38 ans, elle a 35 ans. Et il y a une notion de temps qui court, quoi. Alors, je donne des arguments qui sont pas forcément de très bons arguments. Un des arguments, c'est je suis plus vieille que toi, j'ai 38 ans, toi t'as 35 ans. Ce qui est un... C'est un argument, mais en fait, ça en est pas un. Quand en vrai, ça en est pas. Ça en est un dans la vraie vie, tu vois, concrète. Mais ça en est plus un quand il s'agit d'envie. C'est pas l'argument du temps n'est plus. Tu vois, ne marche plus quand il s'agit d'envie profonde, j'entends. Ouais, j'entends. Il y a la question de comment elle va réussir à aimer entre guillemets mon enfant. Et j'essaye de lui dire ce sera notre enfant, mais elle n'entend pas. En même temps, j'ai pas su bien lui dire, je pense, que ce sera le nôtre. Comment t'as su pas bien lui dire? En fait, il y a toutes ces questions. C'est vrai que quand t'es 2 femmes, tu fais l'une des 2 femmes fait l'enfant. Bon, oui. Le fabrique, ok. Il faut passer quand même par tout un tas de processus et de process pour faire en sorte que l'autre puisse adopter et avoir des droits. Donc il faut se marier. Et ensuite, il faut que l'autre, effectivement, fasse des démarches d'adoption. Effectivement, alors évidemment, ça se fait à 2. Mais quand même, il y a tout un processus qui est assez long, qui doit durer, je dirais bien 1 an, après la naissance. Donc en fait, t'as globalement 2 ans, où en fait, l'autre, je pense, c'est quand même... Enfin, si t'es pas dans une relation de couple extrêmement solide, l'autre est en flip à un moment. En insécurité, bien sûr. Bah ouais, et l'autre se dit, mais en fait, elle va se barrer ou je vais me barrer ou... Et du coup, cet enfant, on fait quoi, en fait?
Et voilà. Et en fait, je pense que le problème. C'était un peu le nœud du problème, c'est bah ça? ouais, en fait, c'est que notre couple était pas assez solide pour supporter ça, en fait. Malgré l'envie, malgré les rêves, malgré plein de choses. Et en fait, ça vient de se terminer. Enfin, c'est pas un secret, mais ça vient de se terminer là il y a quelques. Ouais, ça vient de se. Ouais, c'est très récent. Ouais. C'est il y a un mois. C'est à ton initiative, c'est ça que la relation s'arrête. Ouais, c'est moi qui pars en tout cas. C'est moi qui pars à contre-cœur. Je pars à contre-cœur, vraiment. Mais je sais qu'en fait, je me dis que j'ai pas le droit, j'ai pas le pouvoir et le droit dans la vie de lui enlever ça, de lui enlever ce bonheur de porter un enfant, d'être maman, d'avoir ce rêve là de famille, de machin, avec quelqu'un d'autre. Et j'ai pas le droit de me l'enlever à moi non plus. Ça va peut-être être une question un peu stupide, désolé si je la pose, mais il n'y avait pas un monde où tu portes d'abord un enfant, puis après elle porte le sien, et comme ça, j'ai enregistré un épisode avec Ixia dans Histoire de Daron, à l'époque avant Histoire de Daron, qui était ma première femme en fait, tu vois, qui racontait un peu, elles ont fait exactement comme ça, quoi. C'est comme ça que j'avais envisagé. Ouais. C'est comme ça que j'avais envisagé moi. Mais chez cette femme, il y avait une, je pense, une notion de temps. Elle avait besoin de porter, je pense. Là. Ok. Ah oui, là. Voilà. Sans attendre. On a parlé ensemble enfin, elle m'a beaucoup demandé de faire ce bébé ensemble. Donc c'est 2 bébés, chacun portant son bébé entre guillemets. En même temps. Ouais. Ok. Et j'ai pas, à nouveau, je pense que le problème c'est que notre couple est pas assez solide. Je l'ai pas vu en fait, et je lui ai dit c'est dangereux. C'est dangereux parce que il faut se projeter quand même. Admettons que ça marche du premier coup. C'est pas impossible quoi. Ça marche du premier coup pour nous 2. Donc on est enceinte en même temps. Et d'accord, ok. Et si l'une de nous perd le bébé, qu'est-ce qui se passe en termes de regard sur l'autre, de machin. Enfin, c'est terrible. Je pense que en fait, je pense vraiment que c'est un truc qui peut te flinguer ta vie quoi. Je pense que ça peut aller très loin quoi. Et le risque là c'est la vie quoi, c'est trop grand. Enfin c'est trop fort quoi. Je me voyais pas en fait. J'arrivais. Enfin c'est un risque et il est trop grand à prendre en fait. Tu vois, je te comprends. Et puis je pense quand même que quand t'es enceinte, quand t'as quelqu'un en face à côté de toi, quand tu décides de le faire avec quelqu'un, mais même seul en fait, tu te dis ok, je vais m'entourer quoi. Je vais pas le faire seul en fait, je serai pas vraiment seul. Je vais le faire seul, oui. C'est une façon de parler. Si demain je fais un enfant seul, je serai pas seul. Je mets tout ce qu'il faut autour de moi, mes amis, ma mère, mon machin, enfin tout le monde. Garde à vous, tu vois. Ok, est-ce que je peux vraiment compter sur vous quoi. Là c'est vital quoi. Et donc quand tu fais ça, je pense avec une partenaire du coup dans mon cas, ouais, forcément t'as besoin de compter sur l'autre quoi. Dans des moments où t'auras besoin d'échanger, t'auras besoin de dire ok là je me sens pas bien, tu vois. C'est sûr et certain. Et dans un monde où vous étiez enceinte ensemble et que vous aviez 2 enfants ensemble, il faut réussir à gérer les 2 enfants ensemble. Et c'est pas non plus, tu vois, une partie de plaisir d'avoir des jumeaux. Ouais, alors après, j'étais même pas allée voir si loin, si tu veux. Je voyais déjà simplement le moment grossesse, quoi. Ce qui est, toi qui aimes les maths, en termes de probabilité statistique, c'est sûr que c'était pas forcément très évident. Okay. Ouais. Et donc là, tu te dis quoi? Tu te dis, ok, donc cette relation est terminée. Et là, je me dis, la relation est terminée. Alors évidemment, elle est en plus hyper difficile la page est extrêmement difficile à tourner pour moi. Pour vraiment la première fois, pour le coup.
Donc je pense que ça va quand même prendre du temps, dans mon cœur en tout cas. Et je me dis en même temps, ok, tic-tac, 38 ans, Sarah, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Donc je continue les examens que j'ai à faire, qui sont pas agréables en plus, donc c'est vraiment pas du kiff, quoi. Je me pose pas trop de questions pour l'instant, je continue. Et je laisse un peu la vie faire, j'avoue, pour l'instant. Ok, j'avoue. Pourquoi tu dis j'avoue? Parce que je sais pas, parce que en fait ça me dépasse là pour l'instant. Okay. Je sais que vraiment en fait j'en parle depuis trop longtemps de cet enfant, ces enfants, hein. Enfin, mais en l'occurrence, si je mets un enfant au monde, je pense que j'en mettrai un et ça me suffira bien largement. Je pense faire un bébé, tu vois, faire un bébé toute seule. Ouais. Ça doit être un. C'est un sacré parcours, je pense. Ouais. Une aventure. Ouais. Ok. Donc je me laisse. Enfin voilà, je laisse faire. J'ai à nouveau tout qui est prêt. À droite, à gauche, la gynéco, le machin, enfin toute l'armée entre guillemets du truc qui est prête. L'armée. Ouais. L'armée de la douceur. Ouais, l'armée de la douceur. C'est très sympathique et il fait chaud là-bas à Barcelone. Voilà, donc je vais me dis bon, au pire t'auras la mer et le soleil. Et puis voilà, mais en fait c'est quelque chose qui est tellement c'est viscéral, quoi. Je sais pas comment expliquer, mais c'est pas viscéral d'être enceinte, c'est viscéral pour moi d'avoir un enfant, quoi, de transmettre, c'est plus fort que moi, quoi. C'est aujourd'hui je me dis si j'ai pas ça, mais je vais faire quoi en fait, à ce point. Je sais pas, je vais au bout du monde, au Brésil, je me prends un bateau, j'en sais rien en fait. Je me dis ah ouais, si j'ai pas d'enfant, je me dis ok, faut tout arrêter, ça, faut tout refaire, faut changer de vie, quoi. Là mais si j'ai pas d'enfant, oui, je change de vie, ouais. Clairement, ouais. À Paris, je dis au revoir, merci, c'était très sympa, mais tu vois, je me dis il te restera quoi, allez, 60 ans à vivre. Non, pas 60. Je te souhaite d'être centenaire. Ah non, 40 ans à vivre. Et sur les 40, il m'en restera pas beaucoup en termes de bon état. Donc je plaque tout, je prends ma thune, je me casse et ça. Ouais. Et je vais vivre au soleil. Okay. Bord de la mer, loin. Ceci dit, tu peux aussi faire ça avec un enfant. Oui. Mais pour les démarches, etc., non, je reste en France pour faire tout ça. Ah non, mais je te parle pas. Ah oui, après. Je parle une fois que tu l'as avec toi. Alors, ouais, on verra. Du coup, je sais pas comment ça se passera, ça. Parce qu'après, c'est tout le reste, hein. Là, vous le voyez pas, mais j'ai des grands yeux à ça. Oui. Très, très grands yeux. De l'éducation, de tout ça. Mais après. Parce qu'on parlait d'orientation scolaire. Oui, voilà, oui. De ce genre de choses. Mais c'est hyper intéressant aussi parce que, tu vois, tu parles de transmettre. Et c'est un truc dont j'aimerais bien parler dans l'histoire de Daron, donc ça tombe bien, mais c'est que j'ai l'impression que pour beaucoup de trentenaires, de potentiels mamans, tu vois, qui ont envie d'avoir des enfants, etc., on sacralise beaucoup la grossesse, la maternité, mais même sur les réseaux sociaux, etc. On sacralise aussi beaucoup la petite enfance, mais désolé, en fait, ça dure vraiment donc l'espace de peut-être 4-5 ans, peut-être maxi 10, et puis en fait, à un moment donné, après tes enfants, ils sont grands, c'est plus le même d'elle, quoi. Ouais. Mais moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est ce que j'allais te dire, justement, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que tu as vraiment envie de transmettre. Ah ouais, non, mais moi, c'est l'après qui m'intéresse, en vrai. Alors, en vrai, après, j'ai appris récemment à aimer les bébés. Bon, avant, j'aimais pas trop les bébés. Je trouvais que c'était inutile et que ça servait pas à grand-chose. Je me disais, oula, en plus, je vais le casser, c'est insupportable. Donc, il pleure, il crie, il doit manger. Bon, après, il dort. Super. Donc, je vais passer mon temps à faire ça. Waouh. Et mon frère est devenu papa pour la deuxième fois très récemment.
Et j'avoue que ça m'a fait un vrai truc pour le coup. Et là, j'ai vu la petite qui s'appelle Rose et je me suis dit ah ouais, cette douceur du bébé. Oh là 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 là, mais j'avais pas vu du tout. Du tout. T'as connecté à la douceur. Ouais, et j'ai vraiment connecté au truc. À la douceur. Ouais. Et ça m'a fait un vrai truc quoi. J'en ai pleuré et tout quoi. Oui, parce que j'allais dire, tu vois, cette envie de transmettre que tu dis viscérale, parce que c'est plutôt ça donc qui est viscéral chez toi plutôt que de faire un enfant ou parce que bref, tout ça pour te dire, dans ma tête, tu peux aussi le transmettre à ton neveu, à ta nièce. Enfin, tu vois, tu peux trouver d'autres enfants à qui transmettre. Ouais. C'est vrai. Non mais tu vois, c'est juste une question que je te pose, j'en sais rien quoi, tu vois. Bah oui, mais c'est pas pareil. Je veux le bien. Comment te dire ? Ouais, c'est ça. Enfin, mais je comprends en plus. Hein, tu vois. Je l'ai fait en fait. Je l'ai déjà fait avec le fils de ma meilleure amie, Carl Gabriel. Je le fais. Tu vois, il vient demain matin jouer aux échecs chez moi. Trop bien. Ouais. On allait voir du karaté la dernière fois. Enfin, tu vois. Mais c'est quand même que des tout petits instants. Tu vois. J'ai envie de vivre. Je sais pas quoi, les 24 heures d'une journée, quoi. Tu vois. Et puis mes nièces, alors elles sont plus près de moi puisque forcément je suis plus proche, même géographiquement, etc. Mais quand même, j'ai pas tout, quoi. Tu vois, non, ça fait pas tout. Ça fait pas tout. Je comprends. Et puis ce sera jamais mes enfants. Donc moi j'ai envie de donner mes clés à moi, si tu veux, mes trucs de vie, tu vois, mes délires. J'ai envie qu'ils soient foufou, j'ai envie qu'ils fassent plein de conneries, et en même temps que tu vois qu'ils apprennent la vie comme on m'a appris en fait, comme mes parents me l'ont appris. Ça. Voilà. Je t'enverrai un autre épisode d'un mec qui s'appelle André Stern qui raconte en fait que lui aussi il avait ce truc, tu vois, de vouloir transmettre, etc. Et lui il adore la musique. Et en fait, son fils aîné est devenu dingue de sport automobile alors que lui déteste ça. C'est génial. Et en fait, je trouve ça canon parce qu'il a dit putain, mais au départ, je voulais pas. Et le gamin est devenu complètement accro. Aujourd'hui, il est en mode, il fait du kart et tout. Et le gars se retrouve sur les bords des pistes de kart à soutenir son gamin alors que lui, il voulait juste qu'il joue du piano. Et de la guitare, quoi. Ah oui, on est loin. C'est ça qui est dingue. Hein. Ah c'est que en fait, tes enfants aussi te transmettent beaucoup. Bah c'est ça en fait. C'est un ping-pong, je pense. J'imagine. Évidemment, je suis pas maman, donc. Mais j'imagine que quand même le retour, il est dingue, quoi. Tu vois. Tout à fait. Et les amis et les business et la famille, ça te donne pas ça dans la vie. Et c'est vraiment ce qui me manque en fait, c'est le retour du truc. Tu vois, j'ai besoin d'avoir du répondant. Un répondant en face de moi, un truc avec qui on fera les 400 coups. J'ai envie de faire les 400 coups, quoi. J'ai envie vraiment de faire les 400 coups. Mais tu sais que quand on est maman, l'objectif c'est pas de faire les 400 coups avec son gamin. Oui. C'est aussi d'être, tu vois, un cadre et une autorité. Oui, mais je serai en même temps le cadre et l'autorité. Et je pense que d'ailleurs, je serai assez cadrante et... oui. Tu vois. Je te vois très bien. Ouais, je pense que, tu vois, je serai... Ouais, je serai assez... Ouais. Je pense que je veux pas être très cool, finalement. Mais quand même, tu vois, je truc, te pose la question de façon un peu provocatrice. Oui, je te connais. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené, dont tu aurais aimé parler? Peut-être le sujet de la relation que j'ai avec ma maman. Ok. Parce que, évidemment, quand tu te poses la question de devenir mère, en tout cas, moi, je pense beaucoup à ma propre mère. Ce qu'elle a fait, comment elle l'a fait, ce qu'elle a raté, ce qu'elle a réussi. Tout ce par quoi on est passé. Et récemment, je lui ai écrit une lettre. Courte, mais je pense qui a été assez difficile pour elle. Et qui a en même temps été assez libératrice pour moi. Et je pense que j'avais besoin de passer par cette étape pour lui dire, ok, en fait, maman, je vais devenir maman maintenant. Donc notre relation mère-fille, on va en parler et je vais te dire tout ce qui n'a pas été.
Et voilà. Donc tout ce qui n'a pas été, c'est ça. Tu lui as aussi dit tout ce qui a été. Voilà, mais je te remercie parce que ce qui a été, c'est ça. Et donc je te remercie vraiment. Évidemment, elle n'a pas retenu le positif. Enfin, immédiatement, en tout cas, de la lettre. Elle retient après coup, plus tard, elle retiendra, voilà. Mais parce que, voilà, cette lettre est passée. Mais effectivement, forcément, en tout cas, vraiment pour moi, le fait de me poser la question d'être mère, forcément, me renvoie à ma propre mère. Et je pense qu'il était important que je me détache, entre guillemets, de la mienne pour moi en être. Eh ben dis donc. Bah écoute, en tout cas, si déjà t'arrives à faire ce chemin-là, ce qui est pour moi un des trucs les plus durs à faire, parce que moi je crois que j'ai commencé à faire ce chemin-là une fois que je suis devenu père et que je me suis dit ah ouais, donc il se passe un truc. Il se passe un truc et peut-être que moi il se passait aussi un truc avec si déjà ça arrive, c'est cool, hein. Je sais pas si je suis arrivée à fond, mais en tout cas ça va bouger. Ouais, bah, ça bouge bien là, hein. J'aimerais bien que ça arrête de bouger parce que non. Tu veux faire un enfant, mais là, ça va pas s'arrêter de bouger. Non mais d'accord, mais en fait là émotionnellement il faut que ça se calme pour moi. C'est important. Non, c'est pareil. C'est qu'au début. Super. C'est comme si tu disais non. Je voudrais faire un marathon, mais est-ce qu'on pourrait... Je peux pas courir. Après le 100 mètres, là, on pourrait se calmer ou pas, le premier 100 mètres là. Non, t'es parti pour un bail, quoi. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Mais bravo, en tout cas. Merci. Pour ce chemin, et merci beaucoup d'être venu raconter tout ça à mon micro. Ouais, merci à toi. Je te donne d'ores et déjà rendez-vous. Ouais, je veux bien. Pour une suite éventuelle. Quand tu veux. Ouais. Et puis, merci beaucoup. Merci à toi. Très précieux, tout ce que tu m'as raconté. Merci. Des bises. Bisous. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.